À vrai dire, l'hebdo de Luc Germain sur RDI Guyane. Garance Lecoq, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Alors vous êtes coordinatrice à GNE, qui veut dire Guyane Nature Environnement. Vous vous intéressez bien sûr aux questions environnementales. Vous représentez 3 organisations, la CEPANGUI, le GEPOG et l'association Quata. Vous vous êtes illustré récemment sur différentes affaires. C'est à ce titre-là que je souhaitais qu'on puisse s'entretenir. Est-ce que GNE est spécialisé dans la lutte sur l'environnement, ou y a-t-il une dimension plus pédagogique, par exemple, d'essaimage des savoirs sur les questions environnementales? Alors au niveau de notre action, au niveau de GNE, on essaie d'avoir une action assez diverse. On a donc un aspect contentieux qui commence à être très connu en ce moment, mais d'une manière générale, le droit de l'environnement, c'est aussi le droit à l'information sur les projets qui peuvent impacter l'environnement. Donc à travers nos réseaux sociaux, à travers nos communiqués, on essaye de répondre nous-mêmes aux questions et aux consultations du public, et aussi de partager de la connaissance le plus possible. Alors, vous faites de la veille environnementale et vous saisissez ce qu'on vient de voir, la justice. Vous avez commencé par Oplata. Enfin, je prendrai le sujet qui nous intéresse là, aujourd'hui, en premier lieu. On viendra ensuite au second. Alors, sur Oplata, il y a 2 questions, en fait. La question de la cyanuration, on pouvait penser que vous seriez intervenu principalement sur la cyanuration. Or, l'arrêté préfectoral et ensuite le référé que vous avez introduit sanctionne d'une certaine façon l'opérateur industriel, mais sur une autre question, laquelle ? Alors c'est sur la question de la caducité. Ce qui s'est passé, c'est que les services de l'État ont octroyé à Oplata une autorisation pour mettre en service son unité de cyanuration. Elle a été octroyée en 2015. Et en fait, certains actes administratifs ont comme une date de péremption, si vous voulez. Et du coup, l'opérateur devait mettre en service son installation d'ici 3 ans. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait dans le délai imparti. Et du coup, le juge a regardé déjà en premier lieu si l'acte administratif était toujours valide. Il a constaté que ce n'était pas le cas. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là où l'acte administratif tombe, il n'y a même plus besoin de regarder les autres moyens qui sont soulevés. Moi, il me semblait qu'il y avait une autre affaire. C'était celle de la mise aux normes, au fond, des installations. Vous avez contesté cette mise aux normes, qui a été entérinée par un arrêté préfectoral, et finalement, vous avez, encore une fois, gain de cause. Quel était le cahier des charges, et quelle mise aux normes devait opérer l'intervenant industriel ? Alors en fait, là, c'était sur un arrêté complémentaire de 2019 qui a été pris à la suite de différentes modifications sur le site qui avaient été menées par Oplata. Donc les services de l'État ont constaté qu'il y avait différentes modifications, comme par exemple la hausse du nombre de cuves de traitement au cyanure. Donc il fallait régulariser tout ça. Et finalement, les services de l'État ont jugé qu'ils avaient besoin de plus de temps de réflexion, de plus d'informations, et ont demandé des compléments à l'opérateur avant de régulariser ces installations. Et en fait, comme cet arrêté dépendait de l'arrêté de 2015, l'arrêté de 2015 étant tombé, l'arrêté de 2019 tombait aussi. D'accord, mais sur des questions beaucoup plus tangibles, nous, sur les stocks, par exemple, de cyanure, on peut comprendre qu'il y a une intervention. Or, le cyanure est quand même toujours autorisé. Est-ce que la question que vous visiez au fond, c'était la cyanuration ou simplement gagner du temps ? Le temps qu'éventuellement, et ça, on va traiter cette question-là, que l'Europe, qui a été saisie depuis plus de 10 ans sur la question de la cyanuration, qui a failli suivre les ONG environnementales, mais qui finalement ne l'a pas fait, est-ce que c'est pour vous une façon de gagner du temps ? C'est pas forcément une façon de gagner du temps. L'idée, c'est surtout d'éviter que des projets potentiellement dangereux conduisent à des accidents. Effectivement, on a porté le plaidoyer contre la cyanuration, et d'ailleurs, au-delà de l'échelle européenne, même à l'échelle française, la cyanuration a failli être interdite en 2010, en 2018, et elle a été soumise au vote des parlementaires dans le vote de la loi climat en 2021. Donc c'est une question qui reste, qui fait l'objet de débat, parce que c'est aussi, au-delà de juste une question de procédé industriel, une question stratégique, la question des ressources au niveau français et au niveau européen. Donc malheureusement, le débat est un peu au point mort, mais avec cette décision de justice, on espère que ça pourra faire bouger les choses pour aboutir à une interdiction de la cyanuration.
Alors, vous êtes intervenu, mais vous ne le faites jamais seul, ou en tout cas, sur les 2 affaires que donc on va traiter aujourd'hui, vous ne le faites pas seul. Pourquoi avez-vous besoin du secours ou de l'intervention de France Nature Environnement, dont vous êtes au fond la représentation locale? Alors effectivement, France Nature Environnement, en fait, c'est un réseau avant d'être une grosse association. Et donc GNE fait partie de ce réseau. Et en fait, pourquoi on y va à 2 c'est premièrement parce que FNE est intéressé aussi par ce genre de contentieux. On travaille beaucoup ensemble pour mener le plaidoyer au niveau national et surtout sur la réforme du code minier. On a beaucoup travaillé là-dessus, où est intervenue la question de la cyanuration. Et puis c'est aussi au niveau des moyens pour agir finalement, parce que GNE, on est une toute petite association, et si on devait attaquer tout seul, finalement, ce serait assez compliqué, et on devrait vraiment se concentrer sur très peu de contentieux. Alors, ceux qui vous adressent le reproche, au fond, d'être une petite association, une ONG relativement limitée avec ses moyens, ce n'est que parce que vous pouvez mobiliser au plan national ou international que vous êtes efficace. Qu'avez-vous à répondre à ça? En fait, vis-à-vis des associations environnementales, effectivement, on peut considérer que notre taille ne fait pas forcément notre force. Mais après, on s'appuie au-delà de la taille des intérêts, enfin, pas forcément des intérêts qu'on représente, plutôt des intérêts qu'on veut nous faire porter. C'est surtout la force du droit, finalement, sur laquelle on s'appuie. C'est ça qui est notre principal outil. Et en fait, on est principalement là pour révéler une situation juridique qui existe déjà, pour poser la question à un juge et voir ce qu'il décide. Alors, à ce propos, comment interprétez-vous le fait que l'arrêté préfectoral de novembre 2019 autorisait la reprise d'activité et que le juge en fait, se prononce contre? Vous voyez un hiatus quelque part ou pas? Un hiatus. Oui, vous voyez est-ce qu'il y aurait un désaccord entre la société civile et l'État ou la préfecture qui ne peut pas méconnaître les problèmes qui sont liés à Haut-Plata? Finalement, c'est effectivement la société civile. Donc nous, on est des représentants de la société civile. Mais le magistrat ne l'est pas. Non, le magistrat ne l'est pas. Il est représentant de... voilà, pas un représentant de l'État, mais un représentant de l'autorité juridique et judiciaire. Donc finalement, c'est aussi son rôle de contre-pouvoir. Voilà, il y a 3 pouvoirs dans la République française et c'est l'un d'entre eux. Mais finalement, en tant que société civile, notre devoir, c'est aussi de vérifier, d'exercer une veille sur tous ces projets et de le soumettre à l'autorité judiciaire. Alors, le rapport de Deloitte de novembre 2018 fait état, dans son analyse de l'économie guyanaise, de 10 secteurs à développer dans le cadre de ce qui est appelé un choc économique. Le secteur aurifère n'y est pas plus que les industries extractives. Considérez-vous qu'il s'agit là d'un oubli ou on est déjà que les industries extractives, c'est important parce que je ne parle pas que de l'or, je parle de la tantalite, d'un certain nombre d'autres ressources du sous-sol. Pensez-vous que les industries extractives sont le passé de la Guyane? Finalement, quand on lit ce rapport et surtout ce qui est indiqué sur l'industrie aurifère et ce qu'on constate aussi dans le quotidien de notre travail, GNE, on siège en commission des mines et notre veille se concentre principalement sur les sujets extractifs. Finalement, on se rend compte que c'est un secteur qui a très peu d'effet d'entraînement sur l'économie guyanaise, donc qui ne profite pas beaucoup aux autres secteurs et surtout qui peut porter préjudice au développement d'autres secteurs. Par exemple, au niveau de la qualité de l'eau, au niveau de la qualité des milieux naturels, vous avez certains secteurs où, par exemple, le secteur du tourisme peut être menacé à cause de l'activité minière qu'il y a à côté. C'est la même chose pour la gestion forestière. Si on veut extraire du bois et pouvoir faire labelliser ce bois au niveau européen et même au niveau international, c'est déjà fait. Finalement, l'activité minière peut être incompatible. Et ça a été l'objet de tensions pour la labellisation du bois de Guyane. Alors, l'activité minière n'est pas homogène. On a des gros opérateurs industriels. Quand je dis de gros opérateurs, en fait, ils ne sont pas encore arrivés à prendre pied sur le terrain, mais on a aussi des petits opérateurs miniers, notamment des TPE et des artisans. Alors, est-ce que vous êtes finalement leurs adversaires, et je ne vais pas dire leurs ennemis, c'est exagéré, mais est-ce qu'au fond, là aussi, vous leur dites qu'ils se sont trompés de voie et que malheureusement, ils doivent se réorienter?
Finalement, on ne s'adresse pas tant aux opérateurs miniers en tant que tels et individuellement. Ce qu'on porte dans notre plaidoyer, c'est avant tout une évolution du droit minier. Parce que pour l'instant, le droit minier est déjà dérogatoire par rapport au droit de l'environnement en France, et le droit minier en Guyane est encore plus dérogatoire par rapport au droit minier qui est déjà dérogatoire. Donc si vous voulez, pour l'instant, on est sur des procédures qui ne sont pas du tout exigeantes, et ce qu'on constate dans la pratique, c'est qu'au niveau de la réhabilitation des sites miniers, par exemple, c'est des procédés qui ne sont pas satisfaisants pour la reconstitution du milieu naturel. Une forêt ancienne met déjà 150 ans pour se régénérer totalement. Donc, apprécier une revégétalisation d'un site à l'échelle de quelques mois ou juste de quelques années, finalement, et sans avoir fait d'état initial, donc sans avoir regardé quelles espèces il y avait avant, c'est pas satisfaisant en fait. Si on veut arriver à 0 perte nette de biodiversité, si on veut vraiment protéger l'environnement, il faut prendre des dispositions qui sont bien plus contraignantes et du coup que tout le monde les applique. Oui, alors ça c'est un objectif, mais en Guyane, on peut estimer à plus de 20 ans, même depuis le début du concaillement notamment, avec des expérimentations avec les organismes scientifiques, notamment sur les procédés de revégétalisation, donc de réhabilitation, avec un cadre juridique qui a été mis en place à côté, qui lui est assez contraignant, enfin me semble-t-il. On a donc au moins 20 ans de recul. Est-ce que vous ne pensez pas que les petits opérateurs miniers peuvent mettre ça au crédit de leur activité lorsqu'ils se sont adaptés avec les tables à secousse notamment, mais surtout que le souci de revégétaliser? Est-ce que ça vous paraît, vous, une impasse de toute façon, ou peuvent-ils encore respirer? En fait, il n'y a pas que la revégétalisation quand on parle de réhabilitation d'un site minier. La première étape, c'est déjà la réhabilitation en tant que telle, à savoir d'essayer de reformer le cours d'eau. Et en fait, c'est quelque chose qui est pour l'instant difficile et qui est pas forcément bien fait dans la majorité des cas. Donc en fait, à partir du moment où vous avez un cours d'eau qui est complètement changé et modifié par rapport à son état initial, c'est très difficile déjà de le revégétaliser parce que vous pouvez avoir des terres qui sont soit trop abruptes, soit qui sont devenues stériles, sur lesquelles plus rien ne pousse. Vous pouvez avoir un courant beaucoup trop fort et du coup, vous n'avez plus de vie dans le cours d'eau. Finalement, c'est déjà cette première étape qui conditionne la revégétalisation et qui actuellement n'est pas satisfaisante. Merci Garance Lecoq. Je vous propose une pause de quelques secondes et on se retrouve après sur les questions RIFER, également sur les questions EDF, Larivot. À tout de suite. Des thématiques sur tous les sujets d'actualité. Ayo Delegerma en parle avec ses invités en direct du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45 sur RDI Guyane dans Midi Ayo. Économie, politique, sociale, santé, culture. Suivez au quotidien nos rendez-vous avec l'actualité de notre territoire. Dans Midi Ayo sur RDI Guyane, sur 105.1, en story live Facebook et sur YouTube. Nous sommes avec Garance Lecoq, qui est coordinatrice à Guyane Nature Environnement. Nous en sommes à la question 1. Qui concernait notamment Oplata. Alors, vous êtes ceux qui intervenez maintenant officiellement et vous êtes souvent en première ligne. Est-ce que vous n'avez pas un peu la posture du gardien du taux environnemental? Le gardien du taux, c'est-à-dire du temple environnemental. C'est une formule que je n'avais pas encore entendue. En fait, c'est un peu notre raison d'être, finalement, de tenter de protéger l'environnement avec tous les outils qu'on a à notre disposition. Donc, en tant que fédération agréée, on a ce rôle-là de premier plan. En tant que fédération d'associations environnementales, c'est aussi la représentation des intérêts de l'environnement en général. Donc oui, on est en première ligne. Après, on est assez souvent aussi comparé à des lobbies, à des groupes d'intérêt, parfois même à des partis politiques. Et finalement, on peut, alors qu'on porte juste un plaidoyer et surtout, on s'appuie sur du juridique. Alors, vous me dites qu'on porte sur vous un regard qui fait de vous, comment dirais-je, des supplétifs de partis politiques. De quelle tendance seraient-ils ces partis politiques ? Finalement, peut-être pas tant des partis politiques, mais en tout cas des mouvements qui prônent la décroissance, la nature sous cloche, la Guyane à la bougie. Oui, alors l'extrême droite.
ni droite ni extrême droite. En tout cas, extrême vert, finalement. Alors que finalement, c'est pas du tout le plaidoyer qu'on porte. J'invite les personnes à se renseigner sur nos activités pour en savoir plus. Et puis voilà, surtout, ça n'a pas de sens de vouloir opposer développement d'un territoire et environnement. Ça va ensemble et il vaut mieux que ça aille ensemble si on veut l'assurer pour les générations futures. Alors, on vous attend, les ONG environnementales, on vous attend sur un champ un peu plus compliqué qui est celui de l'engagement, mais pas seulement de la prise de position et de dénonciation qui sont effectivement votre raison d'être. On vous attend sur une réflexion un peu plus approfondie sur les questions de développement et d'environnement. Je ne mets pas en rapport les fameuses 80 familles mises en difficulté du fait de la fermeture de Plata. Ce que je mets en rapport, c'est ces fameuses relations au milieu qui va déterminer des champs d'intervention et qui vont nécessairement affecter l'environnement. Et donc, à quel moment est-ce que l'on peut imaginer que GNE soit associé à des démarches ou des réflexions, mais également des travaux pratiques, qui essaient de définir quelle est la part qu'on doit nécessairement consentir de cession de l'environnement au développement d'activités humaines et quelles sont les situations limites. Est-ce qu'on peut voir un opérateur aux côtés de la CTG ou d'autres intervenants sur le plan économique et industriel ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est notre rôle. On est tout à fait ouvert pour commencer à parler comme ça de l'avenir finalement de la planification pour la Guyane, quelles sont les priorités, quels sont les engagements que prend par exemple la CTG ou les services de l'État. En tout cas, on peut tout à fait participer à ces réflexions et on en est demandeur. Après, au niveau des projets particulier de savoir où on met le seuil, finalement, ça, c'est à voir effectivement avec les intérêts qui sont mis en balance. Alors, si on prend la question des espèces protégées, on en a partout, quel que soit le site impacté, surtout si c'est une zone naturelle. Mais en fait, au vu, par exemple, de la surface, au vu de l'enjeu qui est porté aussi, c'est quelque chose qu'on va potentiellement pouvoir mettre en balance. Et du coup, on va s'exprimer de manière différente en fonction des projets. Et c'est d'ailleurs non seulement une question de moyens, mais aussi une question d'opportunité et d'utilité pour laquelle on n'attaque pas tout ce qui sort en Guyane. Ça n'aurait pas de sens. Alors, il y a un chercheur qui a longtemps travaillé au laboratoire Hydreco, qui a été mis en place à la suite de la construction du barrage de Petit-Saut, et qui indiquait que la Guyane, en fait, est une ZNIEF, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique. Est-ce que vous partagez ce point de vue, et est-ce que dans ces cas-là, il faut sanctuariser ? Alors que toute la Guyane soit une ZNIEF, au plan naturaliste et écologique, oui, je comprends que ça puisse être une interprétation avec tout le nombre d'espèces protégées, l'importance des écosystèmes au niveau régional et surtout au niveau mondial, finalement. L'une des résolutions qui a été prise lors du congrès de l'UICN visait à protéger au moins 80% de l'Amazonie pour éviter de tomber sur une cascade d'effets dramatiques au niveau climatique. Donc oui, effectivement, au niveau naturaliste, ça tient la route. Après, s'il s'agit vraiment d'un classement qui restreigne beaucoup les aménagements, il faudrait voir dans quelle mesure ça se situe et surtout quelle est la marge de manœuvre. L'idée, c'est pas de mettre toute la Guyane sous cloche et de dire vous pouvez plus rien faire là-dessus, vous pouvez plus taper dans les zones naturelles. L'idée, c'est de le faire le mieux possible, le plus intelligemment possible, en évitant les zones à plus fort enjeu et en utilisant en priorité des zones dégradées, évidemment. Alors, je voudrais reformuler la question que j'ai posée précédemment et savoir dans quelle mesure ou de quelle façon Guyane Nature Environnement pourrait être intégré aux travaux qui sont destinés au développement économique. Est-ce que vous imaginez, par exemple, des relations avec le MEDEF, les institutions consulaires, les think tanks, le think tank sur l'économie ? Est-ce que c'est un projet ? Est-ce que ça a été réalisé ? Ou est-ce que avez-vous une autre voie qui passerait directement, par exemple, par les institutions ? Alors pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. On n'a pas été contacté par ces institutions. Nous, on se situerait peut-être plus au niveau de la planification régionale et à ce moment-là, peut-être plus dans les grands plans de type le SAR. D'accord.
Mais sur les CR2, 2I, c'est international et innovation, vous avez là aussi quelque chose à dire en rapport avec votre activité et l'avenir de la Guyane? On pourrait. Après, ça dépend des projets qui sont portés. Et pour l'instant, on n'a pas d'éléments et on n'a pas eu de contact à ce sujet. Mais pourquoi pas? Donc, par exemple, si je vous interroge sur le plan de relance sur la Guyane, vous savez qu'elle a obtenu 250 millions sur une enveloppe d'1,5 milliard. Est-ce que vous voyez une inscription qui tiendrait compte des priorités environnementales ou pas? Alors, il me semble qu'il y a des études sur la réhabilitation des sites frappés par l'orpaillage illégal qui est visé par ce plan de relance. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant à mettre en place et surtout que finalement, on a parlé précédemment d'orpaillage légal, mais l'orpaillage illégal, c'est le premier fléau environnemental en Guyane avec des conséquences énormes au niveau de la santé. Donc, si ça peut être ce genre de projet qui est mis en place grâce au plan de relance, oui, totalement. Alors, le tribunal administratif du 27 juillet dernier a émis un sérieux doute quant à la légalité de l'autorisation environnementale qui concerne la studio centrale du Larivot. Alors moi, j'aimerais savoir avez-vous une position de principe sur le Larivot? Bon, pas sur le Larivot, mais sur la figure centrale du Larivot. Bien sûr qu'il y a des faits dont on comprend qu'ils aient pu motiver vos interventions. Mais là, vous arrivez à un moment, alors que ça fait plus de 20 ans qu'a eu lieu le séminaire à Sinnamary sur l'avenir énergétique de la Guyane. Donc, vous intervenez maintenant, mais on a l'impression que c'est un peu tardif. Alors, pourquoi êtes-vous intervenu sur ce sujet-là qui concerne EDF? Alors que même sur EDF, il y en a d'autres, comme les DAC notamment. Alors, pourquoi intervenez-vous sur la future usine du Larivot? Finalement, on intervient là-dessus, premièrement parce que c'est une technologie qui est dépassée. Les dernières centrales qui viennent d'ouvrir, elles n'ont pas ouvert en métropole, elles ont ouvert en Outre-mer, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe. Donc, on se dit que, premièrement, c'est dommage de garder en Guyane une technologie qui est déjà dépassée au niveau français. Et puis ensuite, il y a tous les arguments qu'on soulève dans nos recours, que ce soit au niveau de la localisation, en territoire d'inondation, dans un corridor écologique, l'un des derniers sur l'île de Cayenne, l'absence de recherche d'alternatives, le fait qu'on n'ait pas cherché à implanter la centrale sur des grades des Cannes, maintenant l'utilisation des agrocarburants. Donc ça, c'est un sujet qui monte beaucoup et qui est très mis en avant par EDF et les services de l'État. Mais finalement, quand on commence à se pencher simplement sur les calculs, sur la surface agricole que ça pourrait représenter, c'est plusieurs fois la surface agricole utile de Guyane. Les plantes qui sont proposées la matière première qui est proposée pour la produire, c'est des choses qui sont extrêmement chères et qui ne seraient pas rentables du tout, qui ont un très mauvais rendement. Donc, là aussi, on est en train de combattre cette fausse idée que les agrocarburants sont l'avenir de cette installation. Et puis voilà, ensuite, il y a tous les arguments qu'on développe au sujet des différentes autorisations. Alors aussi, l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2020 est annulé de cette façon. En tout cas, il est mis en cause par un jugement. Êtes-vous surprise de cette espèce de parallélisme qu'il y a entre Oplata et le Larivot? Dans chaque affaire, il y a un arrêté préfectoral qui autorise l'exploitation et qui est suivi ensuite d'un recours de GNE et France Nature Environnement et qui se solde par une annulation par les autorités judiciaires. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, sur la politique de l'État en matière de gestion de l'énergie, et notamment en Guyane, ce qui nous concerne? Effectivement, si l'autorisation environnementale et tous les autres arrêtés venaient à être annulés, ce serait dommage parce qu'on aurait perdu énormément de temps. Alors que finalement, le projet est déjà intervenu trop tard, d'une certaine façon. La centrale de Dégrade des Cannes, on veut la remplacer depuis 2007 et finalement, le projet arrive déjà beaucoup trop tard. Donc, déjà dommage qu'on ait gâché autant de temps, mais après, c'est effectivement, je pense que c'est plutôt un hasard de calendrier que ces deux décisions tombent en même temps et coup sur coup, parce que même au niveau des arguments juridiques qui sont soulevés,
qui sont retenus par le juge, ils sont complètement différents. Même si après, on peut toujours noter qu'au niveau national, la justice climatique prend de plus en plus d'ampleur et voilà, potentiellement, ça pourra ruisseler sur les décisions Larivot ou ça ne le sera pas du tout. En fait. Alors, le schéma initial prévoit une installation thermique de 120 MW et une autre installation, c'est pour ça qu'elle est hybride, de 10 MW avec 4 MW de crête en solaire. Est-ce que vous estimez que ce solaire est une façon d'habiller la proposition au fuel ? Finalement, c'est un peu le sentiment qu'on a eu. Parce que EDF et l'État ont changé le projet entre-temps, entre le moment où ça a été autorisé et le moment où c'est passé devant la justice. Mais comment ils ont changé le projet ? Bon, premièrement, avec les agrocarburants, mais deuxièmement, avec la réduction du parc photovoltaïque. On est passé de 10 MW à 4 MW, donc en fait, on arrive à peu près à faire 1 MW par hectare. Donc, juste pour ne pas taper sur la mangrove qui est à côté, parce que en fait, le parc photovoltaïque s'est allé beaucoup plus loin dans la mangrove au lieu de rester juste sur la forêt marécageuse, sur l'emprise de la centrale. Donc, oui, effectivement, si c'était si facile de taper dans le projet photovoltaïque qui est à côté, c'est que ça ne nous apparaissait pas si important que ça pour le projet. Oui, mais alors quel enseignement tirez-vous du fait que EDF mène ici une politique de décarbonation, je prends à Saint-Georges, avec un mix énergétique qui est pratiquement 100% d'énergie propre. Donc on voit bien que la Guyane peut être une façade, que je pas seulement une façade, mais une vitrine sur les capacités d'un opérateur industriel à mettre en place des dispositifs qui s'inscrivent complètement dans la COP, sera la COP 23, 24 et les suivantes. Vous y voyez une contradiction ou est-ce que EDF a été surpris à un moment donné, manqué d'anticipation ? Je partirais plutôt sur le manque d'anticipation, parce qu'effectivement, ce qui se passe à Saint-Georges, qui est un système résilient et qui fonctionne en 100% renouvelable, ils ont juste une centrale thermique de secours, mais vraiment quand il y a un problème. En fait, on se dit que c'est dommage de ne pas y avoir pensé à plus grande échelle pour toute la Guyane. On a déjà la chance d'avoir le mix au niveau des Outre-mer qui est le plus décarboné par rapport aux autres Outre-mer. La Martinique, c'est 95% de fuel. Donc, eux sont plutôt loin du compte et surtout, ils ont une consommation qui est bien plus importante. Donc, en fait, finalement, la marche à sauter pour arriver aux 100% renouvelables en Guyane nous paraissait relativement accessible. Et on trouve ça très dommage que, même en ayant l'expérience sur Saint-Georges, EDF n'ait pas pensé à privilégier les énergies vraiment renouvelables à grande échelle. J'aurais encore une dizaine de questions à vous poser sur le sujet. Malheureusement, il est épuisé, donc ce ne sera qu'un au revoir. En tout cas, Garance Lecoq, vous êtes représentant de Guyane Nature Environnement. Merci d'avoir été notre invité pour cette reprise. Et je suis persuadé qu'on se reverra bientôt. Merci à vous. C'était À vrai dire, l'hebdo de Luc Germain sur RDI Guyane. Tous les samedis, Luc Germain reçoit un invité en face à face dans À vrai dire, l'hebdo de RDI Guyane, autour des grands sujets d'actualité, politique, économie, sociale, santé, environnement. Luc Germain vous donne rendez-vous tous les samedis à 9h dans À vrai dire sur RDI Guyane sur 105.1 et en diffusion Facebook et YouTube.